Bonjour à tout le monde. Du coup, moi, je suis Thibaut Guyotto, je suis responsable du pôle orientation documentation au sein du SOA. Le SOA, c'est le service d'orientation d'insertion des étudiants. Et du coup, on va commencer aujourd'hui, là, maintenant, la conférence sur l'intégration au master, la plateforme Mon Master, les candidatures, comment maximiser vos chances. Donc, on va enchaîner deux petites conférences, enfin, une grosse conférence et une plus petite conférence. Mais là, on va démarrer déjà avec candidater en master, comment ça fonctionne, comment l'utilisation de la plateforme peut parfois vous stresser. Et justement, je vais vous donner des clés pour essayer de faire ça tout en sérénité. Donc la première chose déjà que je voulais vous rappeler, c'est au niveau des textes de loi, le fonctionnement. Aujourd'hui, maintenant, vous le savez bien, c'est intégré, c'est depuis 2016, mais il y a une sélection qui se passe au niveau du M1. Auparavant, c'était souvent entre le M1 et le M2 qu'on faisait une sélection. Maintenant, c'est à partir du M1. Donc là, il n'y a pas de nouveauté pour vous par rapport à ce que vous avez connu. Simplement, ce que ça veut dire quand il y a une sélection, c'est qu'il peut y avoir des critères et des modalités de sélection qui peuvent varier selon les différentes formations, selon les différents établissements. C'est pour ça que le gouvernement a mis en place, il y a 2 ans maintenant, une plateforme unique, un peu comme Parcoursup. Vous connaissez tous Parcoursup, vous y êtes tous passés quasiment. Là, ils ont mis l'équivalent, donc la plateforme Mon Master, qui permet de centraliser toutes les candidatures et d'avoir un calendrier harmonisé. Parce que jusqu'à il y a encore 3-4 ans, les masters, il y en a qui recrutaient en février, d'autres en juin. Voilà. Donc là, on vous facilite un petit peu la vie via cette plateforme. Et donc, je suis là pour vous en parler un peu plus en détail. Donc cette plateforme, moi j'ai eu des infos aujourd'hui qui sont valables à l'instant où je vous parle. Et c'est possible qu'il y ait des petites nouveautés qui apparaissent sur la plateforme, donc moi je ne suis pas encore au courant. J'ai notamment une rencontre avec le ministère entre 13h et 14h pour avoir des infos qui remontent directement du ministère sur la plateforme. Voilà, grosso modo, ce que je vais vous dire, ça reste valable. C'est juste que voilà, prendre avec des petites pincettes. Et si jamais vous avez des doutes à un moment donné, n'hésitez pas sur la plateforme. De toute façon, ce sera mis à jour. Je vous montrerai où aller chercher les informations. Donc on va commencer déjà par la question essentielle qui est concernée par la plateforme. Donc là, je pense que tous ceux qui sont ici, vous savez que vous êtes concernés, mais on va quand même faire un tour d'horizon. La première chose à savoir, c'est que la plateforme, elle s'adresse à tous ceux qui ont ou qui sont en cours de validation d'une licence ou d'un diplôme, comme le BUT par exemple, qui permet d'avoir l'équivalence d'un bac+3, d'une licence et de rentrer, de candidater dans un master. Donc je vous les ai résumés ici. Vous avez les étudiants en L3, j'en ai parlé. Les étudiants en M1 qui souhaitent se réorienter dans un autre master, ils repassent également par la plateforme. Et les étudiants qui ont éventuellement un BUT ou d'autres formations équivalent bac+3. En tout cas, les 3 que je vous ai cités là, vous avez le droit, c'est sûr, de candidater sur la plateforme. D'autres formations, c'est pas forcément le cas. Ça va être chaque formation chaque master qui va décider si oui ou non vous avez la possibilité de candidater. Je vous expliquerai tout ça en détail un peu plus loin. Du coup, juste par curiosité, j'aimerais bien savoir dans l'amphi, vous levez juste la main ceux qui sont concernés, combien sont en L3 actuellement, en licence 3? Ouais, ok. Combien sont en L2, sont venus par anticipation? Très bien. C'est une super idée d'être venu 1 an à l'avance. Vous allez voir qu'il y a des infos que je vais vous donner. Vous allez avoir le temps d'anticiper les choses. C'est parfait. Combien sont en BUT 3? Courageux, vous êtes 2. Est-ce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas levé la main, qui sont dans d'autres formations? Ok, très bien. Ouais, comme ça, je sais à qui je m'adresse principalement. Attention, alors je le dis, même s'il n'y a personne qui est en M1 actuellement dans la salle, mais quand vous serez en M1 l'année prochaine, sachez que si vous souhaitez rester dans le M1 mais que vous n'avez pas validé votre année, c'est un simple redoublement, ça ne se passe pas via la plateforme. Là, il n'y a pas de changement par rapport à ce que vous connaissez pour Parcoursup. S'il y en a parmi vous qui sont réorientés en première année ou qui ont redoublé, si on se réoriente, on repasse par Parcoursup. Si on redouble, on ne repasse pas par Parcoursup. C'est pareil pour la plateforme Mon Master. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme formation sur la plateforme? Et là, il y a des petits changements par rapport aux années précédentes, donc je vais essayer de vous les expliquer. Déjà, grosso modo, vous allez trouver toutes les formations qui délivrent un diplôme national de master et qui est dispensé dans un établissement français. Donc ça, c'est exhaustif. Tous les diplômes apparaissent sur la plateforme. Tous ne permettront pas d'y candidater, mais au moins ils apparaîtront, donc vous pourrez utiliser la plateforme pour rechercher des masters. Il y a certaines formations, comme je vous l'ai dit, qui vont apparaître, mais qui ne vont pas forcément permettre de candidater directement dessus. Donc là, il y aura un petit encadré en rouge. La prochaine diapo, je vous montrerai à quoi ça ressemble, qui précisera que la candidature se fait directement au niveau de l'établissement qui propose la formation.
Et la plupart des formations que je vous ai citées ici, ça va être le cas. Donc les formations qui demandent un concours d'entrée dans les écoles de journalisme, ou certaines formations où les cours sont dispensés à au moins 50% en langue internationale. Donc, souvent, ça va être de l'anglais. Donc si vous avez des formations, par exemple, de master qui sont à Lyon 1, et vous le savez, qui vont avoir des cours quasiment intégralement en anglais, vous aurez le master sur la plateforme, mais vous ne pourrez pas candidater via la plateforme sur ce master-là. Ce que vous ne trouvez pas sur la plateforme, ce sont tous les diplômes qui sont pas officiellement des diplômes de master. Donc là, je pense au master notamment. On entend beaucoup, souvent on nous pose la question de la différence entre les deux, mais ceux-là, les masters, vous ne les trouverez pas sur la plateforme. Les MBA, c'est pareil. C'est un diplôme qui n'est pas reconnu par le gouvernement sur la plateforme. Tout ce qui est Sciences Po, ça n'apparaîtra pas sur la plateforme. Et les diplômes d'école de commerce non plus. Pour les écoles d'ingénieurs, il y a une petite subtilité. C'est-à-dire que si l'école d'ingénieur délivre un diplôme de titre d'ingénieur, il n'apparaîtra pas sur la plateforme. Par contre, vous verrez des fois des masters qui sont co-accrédités avec des écoles d'ingénieurs. Donc vous pouvez voir le logo de l'INSA, l'établissement qui va proposer la formation. Et il y a des écoles d'ingénieurs qui vont proposer des masters et pas que des diplômes d'ingénieurs. Donc ceux-là vont apparaître sur la plateforme. Voilà, il ne faut pas se laisser avoir. Vous verrez, il y a des logos à chaque fois qu'on va faire une recherche d'un master. Vous verrez dans quel établissement très clairement le master se trouve. Donc là, justement, je vous présente un petit peu le moteur de recherche et c'est une manière pour vous de vous informer très précisément sur justement tous les masters qui existent. Et vous avez un moteur de recherche assez performant avec pas mal de filtres justement pour trouver votre bonheur. Donc là, j'ai tenté une recherche avec le mot neurosciences. Donc là, c'est le filtre la recherche classique. J'ai pas utilisé de filtre pour l'instant. Et on va avoir un résultat qui va apparaître avec les différentes formations en neurosciences qui sont proposées sur la plateforme. Donc là, j'en ai mis que 3, évidemment, il y en avait beaucoup plus. Et vous voyez que c'est niveau national, parce que je n'ai pas filtré niveau géographique. Donc là, on voit qu'il y a des masters à la Sorbonne, à Lyon 1, à Paris-Cité. Vous avez des informations qui vous sont données sur la petite page formation. Donc vous avez des chiffres, on va y revenir sur le taux d'accès, le nombre d'étudiants qui sont proposés dans la plateforme. Et vous avez le nom du master qui apparaît ici. Pareil, je vais y revenir parce qu'il y a des petites subtilités. Jusque-là, rien de compliqué. Là, vous voyez qu'il y a un petit encadré rouge sur cette formation-là. Ça veut simplement dire, comme je vous l'ai dit plus tôt, que c'est une candidature que vous allez faire hors plateforme. Donc vous pouvez vous renseigner sur le master ici, vous cliquez sur en savoir plus, on va y revenir, vous avez plein d'informations. Par contre, la candidature se fera à l'extérieur. Je voudrais aussi revenir quelques instants sur les filtres, parce que c'est là où ça peut être intéressant pour vous, pour trier et filtrer les masters qui peuvent vous intéresser. Vous avez un filtre, pour moi, qui est essentiel, qu'il faut absolument que vous utilisiez. C'est quel est le diplôme que vous êtes en train de passer actuellement. Donc, pour ceux qui sont en licence 3, j'ai testé, j'ai mis chimie. DNL, ça va peut-être pas vous parler, ça veut simplement dire diplôme national de licence. Okay, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal que ça apparaisse pour toutes les licences. Il y aura DNL chimie, DNL sciences de la vie, DNL mathématiques, etc. Si vous êtes en BUT, il y aura marqué BUT chimie, BUT génie biologique. Donc c'est juste pour vous dire que vous êtes bien dans le bon diplôme. Si vous remplissez ce filtre-là, ne vont apparaître sur la plateforme que les masters qui indiquent que pour rentrer dans ce master, il est conseillé d'avoir cette licence. Donc aujourd'hui, si vous ne savez pas trop quels sont les masters qui peuvent accepter, je ne sais pas, si vous avez une mention, vous suivez une mention physique-chimie, les deux mélangés, vous pouvez mettre cette mention-là dans ce filtre-là et vous verrez apparaître que les masters qui acceptent les étudiants qui ont cette mention de licence. Attention parce que c'est trompeur, le filtre n'est pas encore hyper au point. Vous avez juste à droite ici un encadré de filtre qui s'appelle mention. Si vous cliquez sur le petit point d'interrogation qui est à côté qu'on ne voit pas très bien ici, on vous expliquera que c'est le nom de la mention du master. Donc c'est un peu un faux ami. Mais si vous voulez chercher un master par son nom exact, vous tapez le nom du master dans cette case-là et vous trouverez tous les masters dont la mention est ce nom exact-là. Donc à ne pas confondre avec le dernier diplôme qui est souvent plutôt une licence. Un autre filtre, d'autres filtres qui existent, si vous cliquez sur plus de filtres, vous avez la possibilité de trier les masters s'ils proposent de l'alternance, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, de plus en plus des étudiants qui nous posent des questions sur est-ce que les masters proposent de l'alternance ou non. Donc vous avez la possibilité de les faire apparaître, ou au contraire, si vous êtes sûr de ne pas vouloir faire de l'alternance, vous choisissez formation initiale. Pour ceux qui voudraient des formations à distance, vous pouvez choisir cette modalité-là. Et après, vous voyez, je ne les ai pas tous mis parce que certains parlent d'eux-mêmes, mais il y a des filtres sur la zone géographique, sur est-ce que je veux étendre à plus de 10 km ou pas. Voilà, vous avez pas mal de façons de trier les masters.
Voilà, mais le plus important à retenir pour moi, c'est vraiment le filtre Mon dernier diplôme qui vous permet de sélectionner les masters auxquels vous pouvez prétendre. Donc là, quand vous cliquez sur un master, vous avez fait une recherche, là j'ai changé, j'ai pris le master chimie. Comme je l'ai dit, on a la fiche formation, et si on clique sur en savoir plus, on va avoir une nouvelle page. Donc là, c'est une grosse nouveauté que vous avez cette année, que je trouve qui est vraiment positive pour vous. Vous avez une espèce de carte d'identité de la formation, avec des onglets un peu finalement comme vous avez connu sur Parcoursup. Et quand vous cliquez sur l'onglet cette formation, vous avez plusieurs informations qui apparaissent. Notamment, on en parlait tout à l'heure, les chiffres clés. Donc, d'abord, les diplômes conseillés. Donc là, c'est justement quand je vous parlais du filtre tout à l'heure qui permettait de trier les masters par diplôme de licence, c'est ici que ça se joue. Donc si vous avez rentré DNL Chimie, ce master-là va apparaître. Ça paraît plutôt logique. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément qu'un diplôme qui est conseillé. Et bon, là, j'ai pas pris un très très bon exemple, mais sachez que sur la plateforme, de plus en plus de masters ont élargi au maximum cette liste de diplômes conseillés. Et ça reste des diplômes conseillés. C'est-à-dire qu'on peut très bien quand même candidater si on n'a pas ce diplôme-là. Si on estime que notre parcours, il n'est pas forcément linéaire, qu'on s'est réorienté, qu'on a fait des choses qui correspondent quand même dans notre parcours aux attendus de cette formation, vous pourriez tenter votre candidature. On y reviendra un petit peu plus tard. Les chiffres clés, donc ça c'est pareil, c'est une nouveauté de l'année dernière, mais qu'ils ont remis cette année, qui vous permet d'avoir le taux d'accès. Je vous invite à prendre cette information avec beaucoup de pincettes. Parce qu'il y a eu des changements sur la plateforme. Il y a des masters qui, l'année dernière, par exemple, permettaient de recruter directement au niveau du parcours. Donc ça a éclaté un petit peu les candidatures. Et cette année, qui ont décidé de recruter au niveau de la mention. Donc qui ont augmenté énormément leur capacité. Et ça change complètement finalement le taux d'accès par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière. Et ce taux d'accès, il se base évidemment sur ce qui s'est passé l'année dernière. Donc ça vous donne quand même une information. Un master où il y a 10% de taux d'accès, ça veut dire qu'il reste quand même très sélectif, qu'il y a beaucoup de candidatures. Un master qui est à 80 ou 90%, ça montre qu'il y a quand même généralement de la place un peu pour le plus grand monde. Mais à tempérer, parce que vous ne pouvez pas savoir l'année dernière comment ils recrutaient. Donc s'ils ont changé des attendus, s'ils ont changé des critères, s'ils ont changé des choses, ça peut modifier un petit peu les taux à la marge. D'autres informations dans cette partie, cette on va dire carte d'identité de la formation. Vous avez les attendus pour être admis dans la formation et vous avez les critères d'admission sur lesquels ils vont se baser pour étudier votre candidature. Donc là, c'est tout petit, vous ne pouvez pas lire, mais le but, c'est pas que vous lisiez forcément les critères en détail de cette formation-là. C'est simplement pour vous dire que ce sont les éléments les plus importants, et là, je parle surtout aux L2 qui sont dans la salle, qui sont courageux d'être venus par anticipation. C'est ça sur lequel vous allez devoir vous baser pour choisir votre parcours de L3, pour choisir vos UE optionnels en L3, pour pouvoir éventuellement encore aujourd'hui, à la marge, regarder ce qui vous manque dans votre candidature pour pouvoir coller à ces attendus et à ces critères. Ce sont des informations ultra importantes également sur lesquelles vous allez pouvoir vous baser pour écrire votre lettre de motivation et donner toutes les informations. On va y revenir à la formation. Donc ça, c'est à éplucher avec beaucoup d'intérêt. Et parfois, il y a des choses très précises, comme par exemple le fait d'avoir validé 12 crédits dans une UE de neurosciences en L2 ou en L3. Et ça, cette fois, si ça apparaît dans les critères d'examen des candidatures et que vous ne l'avez pas, vous pouvez être quasiment sûr que vous ne serez pas pris dans la formation. Donc il faut anticiper. Donc là, je parle beaucoup à des L3, mais les L2, c'est principalement pour vous. Vous avez aussi une information ultra importante qu'on encourage vivement les étudiants à utiliser. Ce sont les contacts des responsables de formation pour pouvoir leur poser des questions. Alors cet après-midi, vous avez la plupart des responsables des masters de Lyon 1 qui vont être là pour vous présenter les formations et pour éventuellement vous répondre à vos questions. Mais par contre, les masters ailleurs dans les autres établissements, vous pourrez utiliser les mails pour les contacter. Voilà pour cette partie-là. Il y a d'autres informations que vous trouvez. Je ne les ai pas toutes mises parce qu'elles sont peut-être moins pertinentes. Mais si on passe ensuite à cet onglet-là qui est nouveau et qui est vraiment très important aussi, c'est que dès maintenant, même on va voir le calendrier après, mais dès maintenant, vous pouvez commencer à regarder quelle formation va demander quelle pièce justificative. Donc vous pouvez commencer à préparer votre dossier dès maintenant. Avant, il fallait attendre l'ouverture de la possibilité de candidater pour avoir toutes ces infos. Donc là, on voit par exemple qu'il y a une catégorie motivation, recommandation, une catégorie test, certification, une catégorie autre avec des pièces justificatives supplémentaires à donner. Et là, vous allez voir que chaque master a ses propres pièces et ça peut varier vraiment d'un master à l'autre. Donc, il y a des pièces qui vont être obligatoires. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici, il y a un petit astérix à côté de l'aide de motivation. Ça veut dire que cette pièce-là, elle est obligatoire à donner
dans le dossier que vous allez composer pour le master. S'il n'y a pas cette pièce-là, ça veut dire que c'est facultatif. Donc là, on a un exemple, on a une lettre de motivation, projet de recherche en master, lettre de recommandation, avis de poursuite d'études, ça c'est pour les BUT, tests et certifications, là c'est tests de langue française peut-être pour les étudiants qui sont étrangers, mais il y a beaucoup de masters qui vont demander des tests et certifications en anglais, des TOEFL, des TOEIC, en tout cas une preuve que vous avez un niveau d'anglais assez suffisant en tout cas pour suivre les cours. Donc là c'est pareil, par anticipation, allez voir dès maintenant, parce que si vous passiez des tests, il vous reste assez peu de temps pour le faire. Il y a une petite... non, j'y viens après les subtilités. Donc dans la même mention, c'est simplement la façon de pouvoir voir quels sont les parcours de M2 qui sont proposés dans ce master-là. Donc là, j'ai toujours celui du master chimie, et vous avez les M2 qui apparaissent, les parcours, vous pouvez les dérouler, et vous avez des liens qui renvoient vers l'offre de formation de l'université qui présente le contenu des cours, les UE, les heures de TP, de TD que vous avez, est-ce que vous avez des stages, le descriptif, les débouchés, voilà, vous avez toutes les infos qui renvoient vers le site de l'université. Et enfin, nouveauté aussi par rapport à l'année dernière, l'insertion professionnelle. Vous pouvez dès à présent regarder si les masters débouchent plutôt sur de l'employabilité, de l'insertion pro, ou plutôt vers de la poursuite d'études. Donc vous avez des stats qui apparaissent sur les données des promos précédentes. Donc là, on est sur une promo de 2022 par exemple. 12 mois après, ils étaient 45. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Donc là, grosso modo, si je tranche à la grosse louche, un tiers entre ceux qui sont diplômés en emploi, ceux qui poursuivent leurs études et ceux qui sont dans d'autres situations. Donc, autre situation, il faudrait cliquer sur le petit point d'interrogation pour voir ce que ça peut être, mais est-ce que ça peut être une poursuite en thèse? Moi, je ne sais pas, voilà, il faudrait aller voir. Mais en tout cas, ça peut être demandeur d'emploi aussi. Voilà pour la présentation d'une formation. Vous allez avoir beaucoup d'informations sur la plateforme. Ils ont enrichi toutes les informations. Quasiment tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous le retrouvez sur la plateforme de manière très détaillée. Et vous avez un onglet s'informer que vous déroulez. Vous avez par catégorie des informations sur la candidature, sur le calendrier, sur les phases complémentaires de possibilités de si vous êtes pris nulle part, etc. On va y venir en détail. Je vais vous le présenter. Vous pourrez poser vos questions. Mais déjà, sachez que sur la plateforme, vous avez quand même beaucoup d'informations. Et si vous ne trouvez pas les informations dans ces endroits-là, si vous descendez toute la page en bas, vous avez une FAQ. Donc vous cliquez sur d'autres questions. Et là, vous avez vraiment en détail toutes les questions que se sont posées les étudiants ces dernières années, qui ont été recensées, et où on apporte une réponse la plus précise possible. Donc n'hésitez pas, nous, au SOI, des fois, on n'a pas la réponse automatique, donc on va se baser sur cette FAQ pour vous répondre. Le calendrier. Donc ça, je pense que vous l'avez quand même peut-être déjà un peu vu, mais je vous le redonne pour ceux qui ne sont pas au courant. Depuis le 3 février, la plateforme est ouverte. Donc ça fait déjà maintenant quasiment 2 semaines que vous pouvez aller consulter les masters. Et vous allez pouvoir commencer à candidater à partir du 25 février. Vous aurez uniquement 1 mois pour faire vos candidatures, puisque le 24 mars, la plateforme fermera ses portes, vous ne pourrez plus candidater. Vous commencerez à avoir des propositions d'admission de la part des formations le 2 juin. Et pour ceux qui vont faire des vœux en alternance, c'est un peu spécifique, je vais revenir en détail dessus parce que le calendrier est différent, mais vous commencerez, vous, à avoir un changement dans votre dossier à partir du 2 mai. Vous voyez que la phase d'admission, elle va durer très peu de temps, elle dure que 2 semaines. Elle dure du 2 juin au 16 juin. Et après, on enchaîne sur la phase complémentaire. C'est pareil pour ceux qui ont fait Parcoursup, ça doit vous parler. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est une phase où vous allez pouvoir retenter de faire des candidatures pour éventuellement, soit vous n'étiez pas satisfait des réponses que vous avez eues et vous voulez recandidater dans d'autres formations, soit vous avez raté la phase principale et vous avez le droit d'y participer, mais j'y reviendrai en détail un petit peu plus tard. Voilà, donc ça c'est pour le calendrier principal. Il y a d'autres subtilités que je vous présenterai plus tard. Mais il y a une information très importante que je vais beaucoup répéter aujourd'hui. Une fois que vous avez accepté une proposition définitivement, inscrivez-vous ultra rapidement dans l'établissement, car votre place, elle peut être perdue et elle peut être donnée à quelqu'un d'autre si jamais vous ne vous inscrivez pas. C'est-à-dire que pendant l'été, si vous ne respectez pas le calendrier administratif d'inscription, on peut donner votre place à quelqu'un d'autre. Ok, donc ça c'est hyper important. Comment candidater? J'ai repris un exemple. Là, j'ai pris le master acoustique qui est présenté à l'École centrale de Lyon. C'est un master. On ne candidate pas sur la plateforme. Vous avez un bouton « Je candidate ». Pour l'instant, les autres
masters sur lesquels on peut candidater directement sur la plateforme n'ont pas ce bouton-là. Évidemment, ça n'ouvre qu'à partir du 25 février. Mais c'est pour vous dire que pour certains masters dont la candidature ne se passe pas sur la plateforme, les candidatures peuvent être déjà ouvertes. Donc allez voir, parce que chaque plateforme de chaque établissement peut avoir son propre calendrier sur ces masters un peu spécifiques. Donc là, c'est vraiment un exemple pour une formation dont la candidature se passe hors plateforme. Pour les candidatures qui seront sur la plateforme, je ne peux que faire l'hypothèse que le bouton apparaîtra le 25 février. Mais pour être complètement honnête avec vous, pour l'instant, je n'ai pas cette information à 100% sûre. Donc, il faudra regarder comment ça se passe. Mais a priori, le bouton devrait apparaître. Je n'ai pas trop de doute là-dessus. Il va falloir que vous pensiez à vous créer un compte. Un peu comme Parcoursup, vous avez un compte qui va être unique chaque année. Donc pour ceux qui ont par exemple déjà candidaté l'année dernière, mais je crois qu'il n'y a pas de masters qui sont dans la salle, je le dis parce que la conférence est enregistrée, donc s'il y a des Master 1 qui veulent se réorienter, qui écoutent, voilà. Si vous voulez recandidater cette année, recréez-vous un nouveau compte. Et vous, l'année prochaine, si vous n'êtes pas content de votre master, que vous voulez vous réorienter, recréez-vous un nouveau compte. Ne cherchez pas à vous connecter avec vos identifiants de l'année dernière. Vous pourrez créer un compte à partir du 25 février, mais en attendant, pour gagner du temps et pour anticiper, vous voyez que anticipation c'est le mot-clé de la conférence, vous pouvez déjà commencer à mettre des favoris sur votre navigateur. Vous avez un bouton en bas de chaque formation, ajouter aux favoris, et vous retrouvez ensuite dans la page d'accueil, voir mes favoris. Donc là, vous pouvez commencer à faire une liste des masters qui peuvent vous intéresser pour être prêt le 25 février. Je vais pas trop vite, ça va? Non? Super. Je récapitule un petit peu toutes les pièces qu'on peut vous demander. Donc c'est un tableau récapitulatif aussi pour vous expliquer que dans votre dossier que vous allez créer, on va vous demander des informations sur votre parcours, des informations sur des choses qui vont être communes à toutes vos candidatures. Donc typiquement, vous allez retrouver le résumé de votre parcours dans le post-bac. Depuis le bac, qu'est-ce que vous avez fait? On va vous demander de fournir des relevés de notes. On va vous demander des informations sur éventuellement les expériences que vous auriez pu avoir, les infos personnelles évidemment. Tout ça, ce seront des éléments qui seront communs à toutes vos candidatures. Et ensuite, vous avez chaque formation qui va vous demander des pièces spécifiques. Dans les pièces spécifiques, on va retrouver la lettre de motivation, on va retrouver les lettres de recommandation, on va retrouver les tests de certification dans les langues étrangères. On peut vous demander éventuellement de remettre un CV, mais un CV un peu spécifique. Il va être en anglais par exemple. Ou en espagnol. Voilà, donc c'est chaque formation qui peut décider, comme je vous l'ai dit, de rendre des pièces obligatoires ou facultatives, mais qui seront spécifiques uniquement à cette formation. Donc toutes ces informations, vous les retrouvez dans l'onglet pour candidater que je vous ai montré tout à l'heure. Et il y a quand même des fois où vous allez vous retrouver un peu bloqué. Chaque année, on a les questions parce qu'il y a des formations qui vont indiquer des pièces obligatoires ou des champs obligatoires à remplir. Et vous allez vous rendre compte que ces champs-là ne vous concernent pas ou que vous ne pouvez pas donner l'information. Typiquement, là, j'ai pris un master en neurosciences qui va demander que vous indiquiez le nombre de crédits que vous avez validés en première année, en L1, d'une UE de neurosciences. Ce ne sont pas toutes les universités qui en L1 vont proposer des UE de neurosciences, ou alors si vous avez commencé par exemple, il y en a pour certains qui ont peut-être fait un BTS ou un BUT qui n'étaient pas en L1 et qui sont revenus en L3 directement à l'université, ils vont se dire mais comment je fais pour remplir cette partie-là? Il y a un astérix, c'est obligatoire, je me retrouve coincé et souvent il y a beaucoup de questions autour de ce blocage-là. Donc il y a une petite astuce que je vais vous donner qu'il faut que vous reteniez pour pouvoir contourner un petit peu ce blocage-là. Donc si jamais vous avez normalement une possibilité de joindre une pièce justificative, qu'elle est obligatoire mais que vous n'êtes pas concerné par cette pièce justificative, la consigne que donne la plateforme, c'est notamment de fournir une pièce, alors ça peut être une page blanche sur laquelle vous écrivez que vous attestez ne pas être concerné par la pièce qui est demandée. En théorie, légalement, une page blanche, ça suffit. C'est un PDF que vous pouvez déposer sur la plateforme. Moi, je vous encourage quand même à écrire dessus que vous n'êtes pas concerné par cette pièce justificative. Deuxième possibilité, si on vous demande de remplir un champ numérique, de vous donner une note, de donner un rang de classement, par exemple, si on vous dit vous étiez combien dans votre promo à tel semestre et que vous, dans votre formation, vous n'avez pas de classement, vous indiquez le chiffre 99. Donc ça, c'est normalement dans tous les champs numériques, vous aurez la possibilité de l'indiquer. C'est pour dire à la plateforme, dire au formulaire, cette information, je ne suis pas concerné.
Et enfin, vous aurez des champs libres à remplir. Des fois, on vous demande d'écrire des phrases ou de donner, par exemple, de faire un peu un classement des Master 2 qui vous intéresseraient dans le Master dans lequel vous candidatez. Et là, vous indiquez simplement « je ne suis pas concerné » si c'est obligatoire et que vous n'êtes pas concerné par ce champ libre à remplir. Voilà, donc ça, c'est une subtilité importante que je voulais vous partager. On va passer au cœur de la conférence où souvent on a beaucoup de questions aussi là-dessus. Combien de candidatures je peux faire sur la plateforme? Donc la réponse, c'est 15 candidatures pour des formations initiales où vous n'avez pas d'alternance. Et vous pouvez rajouter à ça 15 candidatures dans des formations en alternance. Donc au total, vous pouvez aller jusqu'à 30 candidatures. C'est beaucoup, mais ça reste cadré. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, notamment dans des filières, alors vous êtes peut-être moins concernés, mais des filières comme STAPS, comme Psycho ou Droit, les masters sont débordés de candidatures et les étudiants faisaient jusqu'à 90 ou 100 candidatures partout en France. Ça engorgeait beaucoup les formations qu'ils devaient trier, ça demandait beaucoup de temps aux étudiants. Donc là, quelque part, 30 candidatures, on estime que c'est assez pour que vous puissiez arroser largement. Et également une façon de centraliser et de hiérarchiser un petit peu vos vœux. Comment vont être décomptées ces candidatures? Il faut retenir une seule phrase, c'est la plus importante. Une candidature sur les 30 possibles, c'est une candidature dans un master, dans une mention de master, dans un seul établissement. Et là, je vais revenir en détail sur cette information parce que vous allez voir qu'il y a des subtilités qu'il faut bien retenir. Donc, la mention d'un master, est-ce que ça parle à tout le monde? Ouais, c'est le non, ça ne parle pas à tout le monde. Ok, et ben la mention d'un master, c'est simplement le nom national du diplôme. Le parcours d'un master, c'est sa spécialisation. La plupart du temps, le parcours, vous allez le faire en M2. Mais il y a des masters qui commencent le parcours, qui se spécialisent déjà dès le M1. Donc c'est ça la subtilité à comprendre, c'est pas forcément diviser M1, M2, enfin, M1 mention, M2 parcours. Vous allez parfois candidater directement dans le parcours et faire les 2 ans dans votre parcours. Finalement, si on essaie de faire un parallèle avec ce que vous connaissez, vous êtes quasiment tous en L3. Si vous êtes depuis la L1 à Lyon 1, on est organisé un peu comme ça en licence. Vous avez une première année, un portail pluridisciplinaire, vous faites pas mal de matières différentes. En L2, vous choisissez une mention, vous vous spécialisez déjà. Et en L3, vous choisissez vraiment un parcours avec une spécialisation précise. Donc le principe pour le master, c'est à peu près le même. Donc si je résume la phrase essentielle, une candidature, une mention de master dans un établissement, il y a certains masters où vous allez pouvoir candidater directement au niveau du parcours. Et là, on commence à se poser la question, mais comment on fait pour savoir déjà lesquels et ensuite comment vont être décomptées mes candidatures? Donc je vous ai pris des exemples pour essayer de clarifier les choses. Donc là, on a des masters qui sont dans des établissements différents, à Clermont et à Bordeaux, mais qui sont des masters de santé publique. Si je regarde précisément, vous avez le nom du master en vert qui apparaît, c'est le nom de la mention. Et vous avez en noir sur celui de droite à Clermont, le parcours qui apparaît. Donc très logiquement, ça veut dire qu'en gros, si vous candidatez sur la partie, sur le master qui est à gauche, vous candidaterez directement à la mention du master, ça vous comptera un vœu. Si vous candidatez sur le master de droite, si vous candidatez directement au parcours, ça vous comptera un seul vœu, mais si dans l'établissement à Clermont, il y a un autre master de santé publique avec un autre parcours, vous pourrez candidater dessus et ça ne vous comptera pas un vœu en plus, supplémentaire. Vous n'aurez qu'un vœu décompté sur vos 15 totaux. Ouais, mon explication n'est peut-être pas très claire, mais je vais vous donner des exemples. Vous allez travailler tout à l'heure. On va faire un petit quiz. C'est dès maintenant. On fait un petit quiz. Vous avez 3 masters ici que je vous ai recensés, qui sont biodiversité, écologie, évolution. Si vous faites ces 3 candidatures, sur les 15 candidatures, les 15 vœux possibles, combien sont décomptés? Donc là, je vous laisse réfléchir 10 secondes et on fera un sondage à main levée. Ok, qui pense que c'est une candidature qui sera décomptée? Qui pense que c'est 3? Qui pense que c'est 2? Le 2, ça me paraissait bizarre, mais... Effectivement, la majorité a raison, c'est bien une seule candidature qui sera décomptée. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le même établissement, vous avez la même mention et 3 parcours différents. Donc, si je récupère ma phrase, c'est
Une candidature, c'est une mention dans un établissement. Là, c'est la même mention, c'est juste 3 parcours différents. Pour être sûr que tout le monde a bien compris, deuxième petit exercice. Là, cette fois, on est en STAPS. J'essaie de diversifier les filières pour parler un petit peu à tout le monde. Est-ce qu'il y a des STAPS dans la salle? Pas beaucoup, un petit peu. Alors, à votre avis, si vous faites des vœux dans ces 3 formations-là, combien de candidatures vont être décomptées? Qui pense que c'est 1? Qui pense que c'est 3? Oh, ben, ça commence à être clair pour tout le monde. Du coup, effectivement, c'est 3. Pourquoi? Parce qu'on est dans le même établissement, mais vous candidatez directement au niveau de la mention. On est bien en STAPS à chaque fois, mais c'est des mentions différentes. Forcément, du coup, vous allez être compté. On va décompter 3 candidatures pour chacune de celles que vous allez faire. Allez, dernier exercice. Là, je dis plus rien, je vous laisse étudier. Qui pense que c'est 1? Qui pense que c'est 2? Et qui pense que c'est 3? Ok, parfait. Donc il y avait un petit piège, mais vous l'avez évité. Effectivement, on s'en fiche de savoir si c'est la mention ou si c'est le parcours pour le coup. Ce qui est important à retenir, c'est qu'on est dans 3 établissements différents. Donc peu importe si on candidate à la même mention ou au même parcours, vous avez 3 établissements, donc 3 vœux différents. Ouais, vous êtes plutôt bon, donc je pense que vous avez bien compris cet aspect-là. C'est vrai qu'il peut faire un petit peu peur au début quand je l'ai expliqué parce que j'ai du mal à l'expliquer et que c'est pas évident à expliquer à tout le monde. Donc c'est la panique, mais rassurez-vous, vous allez avoir un compteur sur votre dossier qui va au fur et à mesure que vous faites des candidatures vous dire à combien vous en êtes. Ok? Donc vous allez pouvoir vous rassurer en regardant ça. Une partie sur laquelle on a aussi beaucoup de questions, comment vos candidatures vont être étudiées par les formations? Donc il y a eu beaucoup de fantasmes les années précédentes sur cette partie-là. À aucun moment donné, on va vous demander de hiérarchiser vos candidatures pendant cette phase de vœux. Donc vous allez faire vos vœux. Vous n'allez pas dire celui-là c'est ma priorité, celui-là c'est ma priorité ou pas. Vous les faites tous. Et toutes les candidatures sont étudiées de manière indépendante par chaque formation. Okay, donc toutes les candidatures seront étudiées. Vous aurez une réponse, qu'elle soit positive ou négative, pour chacune de vos candidatures. Ce sera à vous de décider, au moment de la phase d'admission que j'ai dit dans le calendrier tout à l'heure, c'est entre le 2 et le 16 juin, ce sera à vous de dire, ok, bah là vous m'acceptez, bah je vous dis oui ou je vous dis non, en fonction de vous, dans votre tête, comment vous priorisez les vœux que vous aviez faits. Donc là je remets le calendrier pour que tout le monde l'ait bien en tête. Le 25 février au 24 mars, le dépôt des candidatures. Du 31 mars au 1er juin, les formations étudient votre dossier. Du 2 juin au 16 juin, vous avez des réponses et vous dites bah oui, je suis intéressé, je suis pas intéressé. On va voir en détail comment vous allez pouvoir répondre. Et ensuite, la phase complémentaire. Donc je vous ai mis, c'est long l'éternité, parce qu'effectivement, ça peut paraître long entre le moment où vous allez faire votre candidature et le moment où vous allez avoir votre réponse. Bien que vous avez fait Parcoursup, vous avez fait le stress de Parcoursup pendant l'année du bac. Et c'est un peu plus long Parcoursup, parce que la plateforme donne ses réponses un petit peu plus tard et vous avez un peu moins de temps pour faire des vœux. Mais grosso modo, c'est le même timing. Simplement, il faut que vous réfléchissiez pendant ce temps-là, il faut l'utiliser ce temps pour commencer à réfléchir à finalement, j'ai fait 15 vœux ou j'ai fait 30 vœux si je compte ceux en alternance, lesquels sont pour moi ceux que je veux en priorité. Vous n'allez pas l'indiquer sur la plateforme, mais c'est hyper important d'anticiper et de le réfléchir parce que vous allez avoir assez peu de temps pour répondre aux formations quand vous aurez un retour qui vous sera fait. Pour les formations qui sont en alternance, j'en parlais tout à l'heure, le planning est un petit peu différent. Dès le 2 mai, donc bien avant, vous allez avoir la possibilité que votre candidature elle soit classée en recherche de contrat. Ça veut dire que déjà l'éternité est un petit peu moins longue pour avoir des réponses, mais que dès le 2 mai, vous pouvez commencer à vous activer très sérieusement pour chercher une entreprise. Je travaille au SOI, service d'orientation d'insertion des étudiants. Je pense que je serais un mauvais conseiller si je vous disais d'attendre le 2 mai pour chercher votre entreprise. Okay, donc, vous pouvez commencer à la chercher avant. Vous ne pouvez évidemment pas savoir si la formation va juger votre dossier assez bon pour vous placer en recherche de contrat ou pas. Mais je pense que vous aurez beaucoup de regrets si vous attendez le 2 mai pour chercher une entreprise et qu'il y a une offre qui vous passe sous le nez. Donc, commencez dès maintenant. Et si je ne me trompe pas, je pense que vous avez un forum de l'alternance
des formations et des offres d'emploi en alternance qui se déroulent sur les 2 prochains jours, vendredi, samedi. Enfin, je suis quasiment sûr d'avoir vu les affiches dans le hall. J'ai plus exactement les dates en tête, mais ça peut être déjà le point de départ de votre recherche d'aller sur ce genre de forum. Souvent, il y a des job dating, des choses comme ça. Et ensuite, vous avez vu que la phase de réponse à vos candidatures, elle est beaucoup plus courte que pour les phases des formations qui sont hors alternance. Là, vous avez en gros 3 jours pour pouvoir répondre aux formations, mais vous allez comprendre pourquoi le système est fait comme ça. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le 2 mai, déjà, vous saurez si votre dossier il est recevable ou pas. Après, ce n'est charge qu'à vous de trouver votre contrat. Et si vous trouvez votre contrat, vous le déposez sur la plateforme, et entre le 13 et le 16 juin, la formation vous dira « Ok, on vous prend ». Ou on a eu beaucoup de personnes qui ont trouvé des contrats. On avait dit à plein de personnes que ok, votre dossier il est recevable, mais on n'a pas autant de place que ça. Pourquoi elles font ça, les formations? Parce que souvent, s'ils disent, ils ont 30 places, qui disent on vous met en recherche de contrat à 30 étudiants, ils savent qu'il y en a qui ne vont pas trouver de contrat. Donc ils grossissent un petit peu les effectifs. Donc je vous engage quand même à ne pas forcément vous attendre à être accepté automatiquement le 13, mais vous pourrez être sur liste d'attente. Et s'il y en a qui se désistent, vous montrez dans la liste. Voilà, on reviendra en détail sur cette partie-là. Donc pour la phase d'admission, on repart sur le hors alternance, les formations en initiale, celles où vous allez la plupart candidater au moins à un ou plusieurs vœux. Quand vous allez recevoir une proposition d'admission entre le 2 et le 16 juin, vous avez 3 possibilités. Soit vous refusez cette proposition parce que vous vous dites finalement c'était un vœu un peu par défaut, ou finalement ça m'intéresse plus, j'ai changé d'avis, vous avez le droit de la refuser. Votre place, elle sera donnée à quelqu'un d'autre. Vous pouvez l'accepter provisoirement ou vous pouvez l'accepter définitivement. Si vous acceptez provisoirement, vous ne pouvez en accepter qu'une seule à la fois. Donc si le 2 juin, dès la première journée, vous avez 4 formations qui vous disent en même temps nous on est prêt à vous prendre dans notre formation, il faudra que vous choisissiez parmi ces 4-là laquelle vous conservez provisoirement. Parce que vous pouvez très bien vous dire il y en a encore une, je suis en attente, je veux la conserver, ça il faudra bien le dire à la plateforme. Mais en attendant, celle-ci, sur les 4, c'est celle que je préfère, donc je la garde. Les 3 autres, elles seront automatiquement refusées et votre place sera donnée à quelqu'un d'autre. Si vous voulez accepter définitivement une proposition parce que c'était le master de vos rêves et qu'ils vous ont dit nous on veut bien vous prendre, évidemment toutes les autres candidatures vont disparaître et les places seront données à d'autres étudiants. Ça paraît assez intuitif. C'est là où ça se corse un petit peu, c'est pour ça que je vous parlais d'anticiper et de réfléchir un petit peu en amont. Combien de temps vous avez pour répondre à une formation? Donc, je vous rappelle, à partir du 2 juin, elle commence à vous donner des réponses. Donc pour toutes les propositions qui vont arriver avant le 4 juin, vous aurez jusqu'au 5 juin 23h59 pour donner une réponse sur la plateforme. Si vous n'avez pas donné de réponse, c'est considéré comme refusé. Donc votre place est perdue. Je vois qu'il y en a qui prennent des photos. Je fais une petite aparté juste pour vous dire, c'est pas pour vous disputer, vous avez le droit. C'est simplement pour vous dire que la conférence est filmée, vous pourrez la regarder en replay, si je suis allé un peu vite sur certains aspects. Et le PowerPoint, je sais que l'éclairage n'est pas forcément au top. Je le mettrai aussi à disposition en téléchargement sur le site du SOA pour ceux qui voudraient regarder les diapos en détail. Subtilité, si vous recevez une réponse après à partir du 5 juin, vous allez avoir que 38, j'ai pas calculé, moins de 48 heures en tout cas pour répondre, puisque c'est jusqu'au lendemain 23h59 que vous avez pour donner une réponse. Donc si vous recevez une réponse le 6 juin, vous avez jusqu'au 7 juin 23h59 pour répondre. Je ne peux que vous encourager à aller regarder le matin sur la plateforme si votre place en liste d'attente a bougé, si vous avez reçu une nouvelle proposition. Je suppose que la plateforme vous donne une alerte quand même par mail, ok, mais c'est bien aussi pour vous si jamais il y a un souci avec les spams ou quoi que ce soit, d'aller voir sur la plateforme immédiatement le matin pour vous laisser au moins 2 jours entiers de réflexion par rapport à ce que vous allez faire sur ce master. 2 jours, ça reste très court quand on s'engage dans une formation qui va durer 2 ans, sur laquelle il y a des débouchés professionnels, un parcours qui peut vraiment vous tenir à cœur. Et si vous avez des hésitations à ce moment-là, 2 jours, c'est court pour choisir. D'où le fait que je vous disais de commencer à y réfléchir en amont. Et vous allez voir que nous, au SOA, on vous accompagne dans cette démarche-là, dans cette réflexion, on met plein de choses en place. Je vous en parle un petit peu en fin de conférence.
On repart sur les formations en alternance parce que le timing est un petit peu différent. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez être placé en recherche de contrat dès le 2 mai. Et à partir du 2 mai, si vous avez déjà un contrat en alternance dans une entreprise, vous pouvez verser le contrat sur la plateforme. La formation va prendre acte de ce contrat et vous répondra à partir du 13 juin si oui ou non, ils vous acceptent définitivement. Ils vous proposent de rejoindre leur formation ou pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va dépendre du nombre de places et du nombre de personnes qui étaient placées en recherche de contrat. Du coup, dès le 13 juin, vous allez pouvoir soit recevoir une proposition d'admission, soit être placé sur liste d'attente. Si vous recevez une proposition d'admission, vous pouvez soit la refuser, soit l'accepter provisoirement, soit l'accepter définitivement. Donc le même principe que pour les formations hors alternance. Si vous l'acceptez provisoirement, la seule différence avec tout à l'heure, c'est que vous allez devoir choisir dans tous vos vœux encore en attente lesquels vous conservez. Et parmi ceux qui sont toujours en recherche de contrat, sur lesquels vous n'avez pas encore trouvé de contrat avec une entreprise, ceux que vous souhaitez conserver aussi. Vous pouvez conserver ce vœu en alternance autant de temps que vous le voulez, tant que vous n'en avez pas un deuxième qui vous accepte. Après, s'il y a une deuxième formation qui vous dit on vous accepte aussi, comme tout à l'heure, il faudra choisir. Vous ne pourrez pas avoir deux formations acceptées provisoirement en même temps. Si vous acceptez définitivement la proposition, vous ne pouvez en accepter évidemment qu'une seule et toutes les autres propositions disparaîtront et seront données à d'autres candidats. Donc là, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport aux formations hors alternance. Délai de réponse pour les formations en alternance, comme c'est très court, c'est du 13 au 16 juin que vous avez les réponses. Pour une proposition reçue entre le 13 et le 15 juin, vous avez jusqu'au 16 juin, 23h59. Donc quoi qu'il arrive, que la proposition arrive le 13, le 14, le 15, vous avez jusqu'au 16 pour répondre. Là, je vous ai donné juste deux petites astuces par rapport à cette phase-là. Je vous en ai parlé déjà et je vous le redis, mais il y a une subtilité. Le site se met à jour une seule fois par jour et ça se passe la nuit. Donc ça ne sert à rien d'aller voir la plateforme le matin, le midi, le soir pour voir s'il y a du changement sur votre liste d'attente. Ça va vous apporter du stress supplémentaire pour rien. Vous allez vous dire ça bouge pas, c'est normal, ça mouline une seule fois, c'est la nuit. Donc par contre, allez-y le matin au réveil, regardez si vous êtes pris ou pas, si votre liste d'attente a évolué ou pas. Et je vous le redis une énième fois, réfléchissez en amont, parce que les délais sont très courts, et que nous, au soir, on pourra vous aider, mais si vous venez nous voir, si vous souhaitez prendre rendez-vous, parce que vous avez 2 jours pour répondre, et qu'on est plein de rendez-vous pendant 2 jours, ou que c'est pendant le week-end, on ne sera pas là, on ne pourra pas vous aider. Donc essayez d'anticiper. On va parler un petit peu de la phase complémentaire. Donc là, on a fini la phase d'admission, les candidatures, le nombre de candidatures, comment ça fonctionne la plateforme. La phase complémentaire, c'est une phase qui est nouvelle. Alors, elle a existé l'année dernière, mais là, ils l'ont encore renforcée. Et il y a pas mal de subtilités pour pouvoir y participer. Donc déjà, pour commencer, les dates du 17 au 23 juin, vous allez pouvoir faire des nouvelles candidatures. Donc je vous rappelle que vous recevez des propositions d'admission du 2 au 16 juin. Dès le lendemain, le 17 juin, la phase complémentaire commence. Et là, ce qui est important, mais je vais en détail dedans tout à l'heure dans une autre slide, on va vous demander de classer vos candidatures. Donc on ne le fait pas au début, mais on le fait au moment de la phase complémentaire. Du 24 juin au 7 juillet, les formations étudient vos candidatures et du 8 au 17 juillet, vous commencez à avoir des propositions d'admission. Là, c'est assez intuitif aussi. Pour qui cette phase complémentaire va s'adresser? Pour tous ceux qui voudraient continuer à candidater parce que finalement, soit vous n'avez pas été accepté, soit vous avez un vœu qui est accepté provisoirement mais qui n'était pas celui que vous espériez. À ce moment-là, vous allez pouvoir participer à la phase complémentaire. En gros, si je résume, tous ceux qui n'ont pas accepté une proposition définitive peuvent participer à cette phase complémentaire, y compris ceux qui n'ont pas participé à la phase principale. Donc si vous avez raté le coche, que voilà, il y a eu un souci sur votre dossier ou quoi que ce soit, vous avez la possibilité de vous rattraper lors de la phase complémentaire. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme formation lors de la phase complémentaire? Des formations dans lesquelles il reste encore des places. Ça paraît assez logique. Des nouvelles formations qui apparaissent sur la plateforme, il peut y en avoir. Il y en aura assez peu, mais il peut y en avoir. Je reprends l'exemple, tout à l'heure, je disais qu'il y avait des formations où les cours sont dispensés en anglais à plus de 50%. Peut-être qu'ils ne vont pas remplir leurs effectifs et qu'ils vont se dire, pour être plus visible, on va permettre aux étudiants de candidater sur la plateforme, donc on va apparaître à ce moment-là sur cette plateforme.
Vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir des formations qui vont apparaître avec un label place susceptible de se libérer. Ça veut dire qu'ils ont leur liste d'attente qui est de plus en plus courte. Ils estiment que durant le temps de la phase de complémentaire, des places vont se libérer. Du coup, ça veut dire que potentiellement dans la nuit, ça va mouliner. Le lendemain, il y aura des places. Okay, donc ça, c'est à surveiller de très près. Petit point de vigilance sur les candidatures sur lesquelles vous aurez le droit, enfin les formations dans lesquelles vous aurez le droit de candidater ou non. Vous n'aurez pas le droit de candidater dans une formation qui vous a refusé pendant la phase principale. Donc si vous avez essuyé un refus, vous ne pourrez plus y aller. Mais comme pour toute règle, il y a une exception. Il y a un motif de refus qui existe sur la plateforme qui est dossier incomplet ou invalide. Si jamais vous êtes refusé pour ce motif-là, vous aurez le droit de retenter votre chance dans la formation. Ça veut juste dire qu'il y a peut-être une pièce que vous n'avez pas fournie. Ça veut dire qu'il y a eu un souci au niveau des relevés de notes que vous avez fournis ou une pièce illisible, par exemple. Voilà. Donc là, pour ne pas trop vous pénaliser, parce que ce n'est pas une question de niveau, ce n'est pas une question d'attendu ou de critères qui ne sont pas respectés, ils vous permettent de recandidater. Et une autre subtilité aussi, pour pouvoir augmenter vos chances d'être pris pendant cette phase-là, parce qu'on sait que c'est quand même souvent c'est quand même moins chouette parce que les formations les plus demandées, elles n'ont plus de place, donc elles ne vont pas apparaître. Mais pour augmenter votre chance de trouver quand même un master qui vous intéresse, on vous laisse aussi la possibilité d'améliorer votre dossier, notamment là actuellement, vous avez jusqu'au 24 mars pour candidater, vous n'avez pas encore vos notes du semestre 6 de L3. Mais par contre, quand vous serez à la phase complémentaire, fin juin, début juillet, vous aurez vos notes. Donc vous allez pouvoir les rajouter dans votre dossier. Vous allez pouvoir modifier les PDF que vous avez fournis dans votre dossier. Donc vous allez pouvoir enrichir votre dossier, avec des choses que vous aurez fait entre-temps. Donc ça va peut-être aussi vous permettre d'avoir un meilleur dossier. Donc ça, c'est important à retenir. Pour pouvoir participer, donc je le disais tout à l'heure, il y a un classement à faire. Et là, c'est un classement unique de toutes vos candidatures, si vous en avez fait 30, et qu'il en reste encore 30 parce qu'elles sont toutes en liste d'attente, par exemple, et bien vous avez le classement des 30 à faire sur la plateforme. Tant que vous n'aurez pas fait ce classement, on vous interdira de faire des nouvelles candidatures. Et chaque nouvelle candidature que vous allez demander en phase complémentaire, il faudra la classer aussi dans ce classement. Voilà, on mélange alternance, hors alternance, nouvelle candidature, ancienne candidature. Si vous avez, au moment où la phase complémentaire démarre, une candidature, une formation qui vous a accepté et vous avez dit « j'accepte provisoirement », vous avez le droit de participer à la phase complémentaire puisque vous n'avez pas accepté définitivement. Mais ça veut dire que si vous candidatez, cette formation que vous avez acceptée provisoirement, ce n'est pas votre priorité. Donc la plateforme va automatiquement et vous imposer de la classer en dernier dans votre classement. Ça, c'est un petit peu subtil, mais vraiment, c'est pour vous dire, au moment où vous participez, ça veut dire qu'on estime que vous pouvez trouver mieux. Vous estimez que vous pouvez trouver mieux. Donc la plateforme, elle dit, OK, tu peux trouver mieux, je te classe celle-ci qui t'a accepté en dernier. Toujours sur la phase complémentaire, des petits changements par rapport à la première phase au moment où vous allez avoir des réponses. Comme vous avez fait un classement, il y a un répondeur automatique qui va accepter automatiquement les propositions qui vont vous être faites par les formations. Donc forcément, si vous avez fait 7 formations que vous avez classées de 1 à 7 et que vous avez une proposition pour la numéro 3, automatiquement la 3 est acceptée provisoirement et la 4, 5, 6, 7 disparaissent et sont données à d'autres étudiants. Certainement, c'était dans votre classement, c'était plus bas, donc on estime que la plateforme estime que c'était des choses que vous ne voudriez pas faire si vous avez votre vœu numéro 3. Donc ça, c'est plutôt intuitif aussi. Et vous aurez le choix soit de l'accepter définitivement, soit de la refuser. OK ? Si vous l'acceptez définitivement et qu'il s'agit... Alors là, il y a une subtilité, je vous demande de vous accrocher, même moi j'ai mis du temps à écrire cette diapo et la diapo suivante. Si vous acceptez définitivement une formation hors alternance pendant la phase complémentaire, une formation classique en initiale, les autres candidatures qui sont hors alternance également, même mieux classées, sont perdues. Donc si vous avez votre vœu toujours numéro 3 qui vous accepte,
Vous dites, ok, définitivement, je veux y aller parce que j'en ai marre d'attendre et que les vœux qui sont numéro 1 et 2, je pense que j'ai aucune chance, ou voilà, quelles que soient les raisons, vous dites, ok, je l'accepte définitivement. Toutes les autres formations qui sont en initiale, qui sont au-dessus, disparaissent. Par contre, vous avez le droit de conserver des formations en alternance qui sont mieux classées. Pas celles qui sont moins bien. Celles qui sont moins bien, la plateforme les a automatiquement enlevées, mais celles qui sont au-dessus, elles sont conservées. Pourquoi ? Parce qu'on estime que c'est parfois plus difficile de trouver un contrat avec une entreprise, mais que ça peut être quand même votre priorité de faire de l'alternance. Donc vous vous dites, pour assurer vos arrières, avoir un filet de sécurité, je vais accepter le master qui n'est pas en alternance, mais si mon vœu numéro 1 c'était un vœu en alternance, je le conserve parce que je suis encore en recherche d'entreprise. Ok ? Donc ça c'est important à avoir comme subtilité. Et vous verrez que l'inverse n'est pas vrai. Si vous acceptez définitivement une formation en alternance, toutes les autres candidatures hors et en alternance, même mieux classées, seront perdues. Ça veut dire que vous avez déposé le contrat, vous avez trouvé une formation en entreprise, un poste en entreprise, et si vous l'acceptez, c'est que c'est définitif, tout le reste disparaîtra. Donc c'est bien à avoir en tête ça. Inscription administrative, j'y reviens, je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt, faites-le immédiatement dès que vous avez accepté définitivement une proposition d'admission. Sinon, vous risquez de perdre votre place pendant l'été. Pourquoi ? Parce que pendant l'été, je vais vous en parler, mais il y aura une autre phase encore, après la phase complémentaire, qui sera un peu plus invisible pour vous, mais qui pourra vous toucher quand même. Et du coup, les plateformes continuent à mouliner. Donc prenez bien connaissance du calendrier d'inscription administrative des établissements pour ne pas rater le coche. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez reçu aucune proposition d'admission dans aucune des deux phases, ni principale, ni la phase complémentaire? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pendant l'été, il y a une phase de gestion des désistements. Jusqu'au 31 août, les plateformes vont continuer à mouliner. Et justement, les étudiants qui ne se seront pas inscrits alors qu'ils avaient été acceptés ou qui se sont désistés, ont dit moi finalement je ne veux plus m'inscrire, je vais partir faire autre chose, voilà, j'ai été pris dans une école à l'étranger ou des choses comme ça, la place va être donnée à quelqu'un d'autre. Mais la plateforme pour vous, elle sera fermée, mais elle continue de mouliner et à tout moment, une formation peut vous appeler et vous dire finalement on a une place qui s'est libérée et on peut vous faire une proposition d'admission. Donc jusqu'au 31 août, ne perdez pas complètement espoir. Vous avez jusqu'au 18 août pour donner une réponse. Alors, j'ai une petite subtilité dans ma diapo, j'ai mal complété ma phrase. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez une proposition qui arrive avant le 18 août, vous avez jusqu'au 18 août pour répondre. C'est pendant l'été. Pourquoi on vous donne plus de temps que dans les phases précédentes ? Parce qu'on estime que l'été, vous pouvez potentiellement être en vacances, à l'étranger, difficilement joignable. Du coup, voilà, si dès le 2 août, une formation vous dit « Ok, on a de la place », vous aurez jusqu'au 18 août, vous conserverez cette chance-là jusqu'au 18 août. Par contre, oui, c'est ce que je disais, si la proposition vient après le 18 août, vous avez à nouveau jusqu'au lendemain 23h59 pour répondre. Parce qu'après le 18 août, on estime que vous êtes potentiellement en rentrée de vacances, surtout si vous n'avez pas encore de master. Ça peut être le stress pour trouver une formation pour la rentrée. Toujours si vous avez reçu aucune réponse positive, vous avez une autre possibilité. Et alors là, je vais vous demander votre attention. Vous êtes hyper attentif, c'est super. Mais là, vraiment, concentrez-vous un maximum parce que c'est quelque chose qu'il faut faire dès maintenant pour y avoir droit. Vous pouvez saisir le recteur de l'académie. Ce qu'on appelle faire une saisine. C'est-à-dire que le rectorat va ensuite étudier votre dossier parce que vous dites finalement j'ai été pris nulle part. Mais pour avoir droit de faire cette saisine-là, il y a des critères à respecter ultra importants. Sur les 30 vœux au total que vous avez le droit de faire, il faut en faire au moins 5. C'est-à-dire que si vous faites que 4 vœux en et hors alternance cumulés, vous ne pourrez pas saisir le recteur. Ces 5 candidatures, elles doivent être au moins dans 2 mentions de master différentes. Elles doivent être compatibles avec votre licence et dans au moins 2 établissements. Donc on ne fait pas que des vœux à Lyon 1. Cette saisine-là, elle ne peut être possible et faite que par des étudiants qui sont diplômés du DNL dont on parlait tout à l'heure, du diplôme national de licence. Ça, c'est la loi qui cadre les choses. Donc je suis désolé pour les BUT qui sont venus, ils n'auront pas le droit de saisir cette commission-là.
mais par contre, pour tous les étudiants qui sont en licence 3, vous avez le droit. Vous avez un certain délai à respecter pour saisir le recteur. Vous avez 15 jours. À partir du moment où vous avez reçu votre dernier refus, imaginons que vous aviez fait 10 vœux, votre 10e vœu vous dit non. À partir de ce moment-là, vous avez 15 jours pour saisir le recteur. Ou alors, 15 jours à partir du moment où vous avez reçu officiellement votre diplôme de licence. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc par exemple, si vos vœux vous ont tous dit non mi-juin, mais que vous n'avez officiellement votre diplôme de licence qu'à partir de mi-juillet, parce que c'est le moment où la formation s'est réunie, le jury s'est réuni pour délivrer les diplômes, bah vous aurez 15 jours à partir de mi-juillet pour faire la saisine auprès du rectorat. Pour saisir le recteur, pour avoir toutes les informations, vous les avez sur la plateforme, je vous le montre tout à l'heure, mais pour vous dire, vous aurez le droit à 3 propositions. Le rectorat va vous faire 3 propositions d'admission dans des masters. Au moins une d'entre elles sera obligatoirement dans l'établissement dans lequel vous avez fait votre licence. Donc ce sera pour vous Lyon 1. Sauf s'il y a des étudiants. Il y a des étudiants qui ne sont pas à Lyon 1. Il y a des courageux aussi qui ont fait le déplacement. Ce sera dans votre établissement, il y aura au moins un vœu qui vous sera fait à ce niveau-là. Par contre, attention, ce n'est pas non plus un filet de sécurité hyper satisfaisant. Pourquoi? Parce que, évidemment, que le rectorat ne pourra pas vous proposer ni des places dans des formations qui vous ont refusé, ni des places dans des formations qui sont complètes. On fait le maximum pour faire partie de la commission des saisines où on étudie les dossiers. On fait le maximum pour essayer de faire correspondre votre projet professionnel avec les masters qu'on va vous proposer. Et on va se baser sur une lettre de motivation que vous fournissez. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes concerné, faites une lettre de motivation en nous donnant des billes pour coller au plus près de votre projet. Si vous nous dites, moi, je veux faire des neurosciences et je veux faire que ça, et qu'on n'a plus de place en neurosciences, on va être hyper embêté pour vous faire une proposition dans un master qui pourrait correspondre quand même peut-être à des appétences que vous avez, d'autres en sciences de la vie, par exemple. Donc, facilitez-nous la vie et faites une lettre de motivation qui nous ouvre des possibles. Pour toutes les informations concernant la saisine du rectorat, vous avez dans l'onglet S'informer la phase complémentaire, même si ce n'est pas intuitif, vous cliquez dessus et vous avez un sous-menu avec la saisine du recteur qui apparaît. Et là, vous avez les dates, les délais, les modalités. Et quand ce sera l'heure, au moment où ça va ouvrir à partir des dates, je crois que ça couvre à partir de début juillet, vous aurez la procédure où est-ce qu'il faut cliquer pour faire la demande. Je sais que ça peut être générer beaucoup de questions, tout ce que je dis là. Je pense qu'on aura un petit peu de temps après la deuxième conférence pour répondre aux questions. Et sinon, de toute façon, dans le hall, il y a le stand du SOI. Moi, après les 2 conférences, j'y serai avec mes collègues du SOI pour répondre à toutes vos questions. Donc, en parlant du SOI, justement, belle transition. Nous, on vous accompagne aussi dans toutes ces démarches parce qu'on sait que ça peut être une période stressante et que des fois, vous êtes un petit peu perdu face à tout ça. Donc, on a mis en place des dispositifs pour vous accompagner. Le premier dispositif, ce sont des ateliers pour construire votre lettre de motivation. C'est souvent une partie qui stresse beaucoup les étudiants. Même si vous avez peut-être fait des lettres déjà pour des stages ou pour des jobs d'été, il y en a beaucoup pour qui c'est la première fois. Et on a au SOI des ateliers pour vous donner des informations sur comment construire cette lettre, comment construire un CV. On a une conférence, après ma deuxième conférence sur les outils de candidature pour les masters. On a une experte du SOI qui va venir vous en parler, vous donner toutes les astuces, qui connaît très bien cette question-là. Ça, ce sont des ateliers un petit peu différents. Ce sont des ateliers, ce que j'appelle un peu page blanche. C'est-à-dire que vous avez le droit de venir dans ces ateliers-là en n'ayant jamais écrit de lettre et surtout, vous avez l'obligation de ne pas venir avec votre lettre. C'est-à-dire que l'idée, c'est de construire la lettre pendant l'atelier. Donc ça va durer 2 heures. Moi, je serai présent pour relire paragraphe par paragraphe, pour vous donner des conseils, pour essayer de faire du lien entre les atouts que vous pouvez mettre en place. Il y aura 10 minutes de théorie et d'outils où je vous donne des outils très pratico-pratiques. Et après, moi, je ne fais que répondre aux questions, tourner autour des étudiants pour leur donner des pistes ou les aider à rédiger cette lettre. Donc, vous avez 4 ateliers à des dates et des horaires différents. J'espère que ce sont des horaires qui pourront correspondre à peu près à vos disponibilités. Les ateliers sont déjà ouverts, je vous montrerai comment vous inscrire, mais si vous voulez plus d'informations sur le stand du SOI, vous avez des petits flyers avec un QR code, vous pourrez vous inscrire. Il y a le premier atelier qui est déjà quasiment à moitié plein,
Donc je ne dis pas qu'il faut que vous vous précipitiez parce qu'il y a plein d'ateliers. Et si je vois qu'il y a beaucoup de demandes et qu'il y a des listes d'attente énormes qui se créent, on pourrait éventuellement proposer d'autres ateliers. Donc vraiment, je construis, je rédige ma lettre à ce moment-là. Il y a un autre dispositif qui s'appelle Check ta candidature en master, où on est plusieurs conseillers du SOI à se relayer pour vous recevoir sur des rendez-vous flash de 20 minutes où on étudie avec vous votre projet. On nous dit, bah voilà, moi mon projet c'était ça, ok, très bien. Qu'est-ce que tu as fait comme CV, qu'est-ce que tu as fait comme lettre de motivation? Et on relit ça ensemble. Vous choisissez un outil et on le relit. On vous donne des conseils. Donc là, on n'est pas dans la construction, on est plutôt dans l'après. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans votre candidature? Donc là, il y a plein de petites dates, des moments où vous allez pouvoir vous inscrire. C'est de l'individuel, contrairement aux ateliers. Par contre, on n'est pas là pour la construire avec vous à ce moment-là. Tous ces événements-là, tous ces dispositifs-là, vous les retrouvez sur notre Career Center. Donc je pense que ça parle à peut-être la plupart d'entre vous. Si ça ne vous parle pas, c'est pareil, on peut vous montrer sur le site du SOI comment vous inscrire sur le site. Et vous avez ensuite une rubrique événements. Et dans cette rubrique-là vont apparaître les différents événements dont je vous parlais. Ça parle de SOI, construis ta lettre de motivation, check ta candidature. Donc là, j'ai mis que 2 exemples, mais pour chaque date, vous avez un nouvel onglet pour lequel un nouvel événement sur lequel vous pouvez cliquer. Et vous avez simplement à vous inscrire et réserver votre place. Si jamais vous êtes sur liste d'attente, ne perdez pas espoir. Personnellement, j'envoie toujours la veille de l'atelier un mail à tous ceux qui sont sur liste d'attente, souvent pour leur dire venez quand même, surtout si vous êtes dans les premiers de la liste d'attente. Il y a toujours des étudiants qui s'inscrivent et qui ne viennent pas. Donc l'atelier, même s'il apparaît complet, potentiellement, vous pourriez avoir votre chance de venir. Après, effectivement, moi, il y a 15 places par atelier. Si jamais vous vous pointez à 30, ça va être compliqué de faire rentrer tout le monde. Mais généralement, j'essaie de faire en sorte de ne pas contacter tout le monde si jamais il y a beaucoup de listes d'attente. Mais surveillez vos adresses mail parce que j'interagis beaucoup avec les étudiants qui sont sur les listes d'attente de ces ateliers. Pour les check ta candidature, c'est pareil, à tout moment, il y a des désistements qui peuvent arriver. Donc surveillez si c'était complet, que vous étiez dispo qu'à une certaine date. Regardez les jours suivants s'il n'y a pas un désistement qui est arrivé pour réserver à nouveau votre place. Donc j'en parlais, le stand du SOI, on a des affiches, on a des QR codes, on a des flyers sur tous ces événements. Pour en savoir plus, on peut vous guider pour vous inscrire. Pour terminer cette première conférence, je vous ai mis un petit rébut. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de le déchiffrer. Est-ce qu'il y en a qui l'ont? On le fait ensemble. Le premier, c'est an, le jour de l'an. Ah oui, et c'était celui-là qui vous bloquait. Merci, bravo. Anticipation, c'est le mot-clé de cette conférence, je vous en parlais. Ouais, on peut applaudir. Le ti du golf, la note si, un pas, anticipa, si, on. Ouais, on voit pas très bien. Après, l'éclairage, il n'est pas top. Pourquoi c'est le mot-clé de cette conférence et pourquoi c'est hyper important que vous ayez ça en tête? Parce que je vous l'ai dit en tout début avec le Schtroumpf à lunettes, l'accès en master, il est sélectif. Ça veut dire que vous ne pouvez à aucun moment avoir l'assurance d'être pris ou d'avoir une réponse positive aux candidatures que vous allez faire. J'espère de tout cœur que vous allez avoir des réponses positives. Le soir, on est là pour augmenter vos chances. Et d'ailleurs, la conférence d'après, je fais la transition, c'est maximiser vos chances. Donc, on va vous donner des petites astuces pour éviter que ça arrive. Mais vous ne pouvez pas être sûr que vous aurez une place en master l'année prochaine. Donc, il faut anticiper et ça va être tout le contenu de la prochaine conférence pour maximiser vos chances. Donc là, maintenant, on va faire une petite pause pour que je puisse un petit peu boire un coup, respirer, et vous aussi, parce que la conférence était un peu dense. Mais je ne peux que vous féliciter pour votre attention. Vous avez été hyper concentrés. Et je pense que le premier pas pour bien maximiser vos chances, c'était de venir aujourd'hui et d'assister à cette conférence. Donc félicitations à vous. On se retrouve dans 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes pour la prochaine conf.